C'était en mai. Naomi s'est plainte d'avoir mal au ventre et une fois dans la chambre, elle a vomi. Quand on est allé se coucher, elle était toujours malade. Je l'avais jamais vue dans cet état. Avec Jasmine, on a posé son matelas par terre pour qu'elle puisse se lever et aller aux toilettes plus vite. Naomi m'a dit qu'elle avait peur de s'endormir parce qu'elle avait du mal à respirer. Elle avait déjà vomi à 5 reprises. Elle m'a demandé de prier avec elle. Elle m'a dit « Tiens-moi la main et reste avec moi ». Elle me serrait la main de toutes ses forces. Elle était paniquée. Alors je lui ai dit « Ça va aller, respire ». En même temps, j'envoyais plein de textos aux responsables. Vous êtes censés être là dans des cas comme ça. Pourquoi vous faites rien? Bonsoir, j'appelle de la Lakeland Girls Academy. Envoyez une ambulance. Ce jour-là, c'était la fête des mères qu'on avait célébrée dehors autour d'un feu de camp. Ma sœur Naomi avait intégré le programme Teen Challenge en Floride. Et puis à 20h pile, ma mère a reçu un coup de fil. Elle est tombée à genoux. Elle répétait « Non, non, non ». J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Elle m'a tendu le téléphone. Je l'ai saisi. Au bout du fil, j'ai entendu un homme me dire « Bonsoir, c'est Dan Williams, le directeur de la LGA. Je suis navré de vous l'annoncer, mais on a trouvé Naomi inconsciente dans sa chambre. Elle a été transportée à l'hôpital. On a fait tout notre possible, mais elle n'a pas survécu. » C'est le pire traumatisme que j'ai jamais vécu. Ça a été d'une violence inouïe. Naomi avait 3 ans quand on l'a adoptée. Elle était originaire du Libéria, un pays en proie aux guerres civiles et au chaos social. Le soir où elle est arrivée chez nous, elle a franchi la porte, les yeux écarquillés de surprise. Elle a tout de suite fait partie de la famille. Elle a eu de grosses difficultés au lycée. Des blessures psychologiques liées à son passé ont ressurgi. Des traumatismes affectifs qu'elle n'avait pas complètement évacués. Mes parents étaient prêts à tout pour qu'elle réussisse et soit heureuse. Elle avait besoin d'être encadrée, d'avoir un emploi du temps et des activités planifiées. C'est en cherchant des endroits adaptés que mes parents sont tombés sur la Lakeland Girls Academy. La LGA faisait partie d'une ONG appelée Teen Challenge. Ma famille est très croyante et on savait que Teen Challenge proposait un programme remarquable en centre d'hébergement, avec pour objectif de renforcer le lien entre les ados et Dieu. À première vue, ça semblait l'idéal pour Naomi. À l'époque. Teen Challenge a été fondé à la fin des années 50. C'est devenu une organisation internationale d'une envergure et d'une importance qui font rêver bien d'autres associations du même genre. Elle a ouvert des centres dans plus de 120 pays. Il faut promouvoir des organismes efficaces. Or, un de ceux qui fonctionne très bien aux États-Unis est Teen Challenge. Dans cette industrie, c'est encore et toujours une question de relations politiques.
Teen Challenge est une association confessionnelle visant à aider les jeunes à sortir de leur dépendance aux drogues. Le président Bush a mis en place un fonds de 500 millions de dollars pour des établissements confessionnels. Ils étaient soumis à une surveillance limitée, voire nulle, et ils s'inspiraient de toutes les méthodes évangéliques susceptibles d'être efficaces. La grande majorité des politiciens républicains sont enclins à autoriser une organisation chrétienne privée à déterminer les critères d'attribution des licences. Autant dire qu'on laisse entrer le loup dans la bergerie. Ça ne marche pas. Une jeune fille de 17 ans, placée dans un de ces établissements, est morte. Et pourtant, ça a continué. On nous a dit que c'était la volonté de Dieu. Naomi n'avait que 17 ans. On ne peut pas rendre Dieu responsable de ça. Une fille de 17 ans en pleine santé ne meurt pas comme ça. Naomi avait rempli de nombreux formulaires pour ses maux de ventre. Tout ce qu'on lui donnait, c'était de l'Imodium. Tous les matins. Quand les filles étaient malades ou se sentaient mal, souvent on les prenait pas au sérieux. Le personnel partait du principe que les filles simulaient. Ne pas croire une mineure qui dit souffrir alors qu'elle est loin de sa famille et ne peut pas elle-même appeler un médecin, c'est l'exposer à des conséquences graves. La mort de Naomi m'a beaucoup choquée. La réaction des autres filles était flippante. Je les entendais pleurer et gémir. Elles étaient effondrées. Elles avaient perdu tout respect pour la direction. Elles étaient blessées et en colère. Personne ne répondait à leurs questions. On les faisait taire parce qu'elles manifestaient leurs émotions. Alors elles se sont rebellées. Ils nous répétaient « protégeons ce que nous faisons ici ». C'est-à-dire qu'ils exerçaient un contrôle absolu. Tout reposait là-dessus. Pour eux, l'important était de limiter les dégâts. On a attendu 6 mois avant de recevoir le rapport d'autopsie. Il concluait que la mort de Naomi était due à des causes naturelles. Plus précisément, elle avait eu des convulsions. Fin mai 2021, j'étais au boulot quand j'ai reçu un message en ligne d'une personne avec qui je n'avais jamais été en contact. Elle m'annonçait qu'un rapport concernant ma sœur avait été rendu public. Ça concernait ma sœur. Pendant plus d'un mois, les responsables ont refusé de prendre ses maux de ventre au sérieux. Ils ont prié pour elle et lui ont donné de la soupe. C'était une ancienne élève. Son post était devenu viral avec 2000 commentaires. Rien n'a changé. Il n'y a eu aucune poursuite. Il s'est rien passé. On n'avait pas la moindre idée qu'une enquête avait eu lieu. Quand j'ai lu le rapport, mon monde s'est écroulé et ma vie a basculé. L'enquête des services de la famille et de l'enfance se terminait par constatation attestée du décès, surveillance inadéquate et négligence médicale. C'est-à-dire absolument tout le contraire de ce qu'on nous avait dit. Le shérif du comté de Polk, chargé de l'enquête sur la mort de Naomi Wood, ici avec Dan Williams, directeur de l'établissement où elle est morte. Ma hiérarchie m'a recommandé de ne faire aucun commentaire. Nous n'avons rien à cacher à propos de cet événement et coopérons pleinement avec tous les services concernés. Aucune plainte ne sera déposée pour la mort de Naomi Wood, 17 ans. D'anciennes élèves s'insurgent. Est-ce qu'on pouvait demander à voir un médecin? Impossible. J'avais demandé à en voir un dès le premier mois de mon séjour là-bas. Et ça ne s'est fait qu'au bout de 16 mois. Un mois avant sa mort, Naomi avait demandé à voir un médecin pour des maux de ventre chroniques, mais en vain. Ça fait 542 jours qu'elle est morte, et je continue à me demander ce qui lui est arrivé. À ce jour, je n'ai pu parler à personne de comment se passait le programme pour elle. Je voudrais qu'on réponde à mes questions.
pour que ça ne se reproduise plus jamais. Bonjour. Bonjour, enchantée. Merci d'être venue. Merci. Je m'appelle Rosemary Aquilina. Je suis juge de la cour d'appel et exerce comme avocate depuis une vingtaine d'années. Je me suis aussi occupée de milliers d'affaires d'abus et maltraitance de mineurs, dont l'affaire Larry Nassar. La loi sur les droits des victimes d'un crime permet à celles-ci de se reconstruire et de se faire connaître. Mon travail consiste à offrir une voix aux mineurs. Or, ces institutions maltraitantes sont pires que tous les systèmes carcéraux que j'ai pu voir, et je veux en savoir plus. Merci d'être venu. Pour moi, c'est difficile de parler du décès de ma sœur. Je suis surtout perdu et je ne sais pas quoi penser. Votre sœur traversait visiblement une période difficile. Elle n'est pas morte dans son sommeil. Elle était malade depuis longtemps. Il s'agit indéniablement de négligence médicale. Je suis arrivée à Lakeland à 15 ans et j'y suis restée jusqu'à mes 16 ans. C'est pour ça que j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai trouvé le rapport d'enquête en ligne et je l'ai publié sur TikTok. On n'a pas su être là pour Naomi. C'est de notre faute si elle est morte. Alors défoncez Teen Challenge. Ces vidéos ont fait du bruit. Ça va aller. Qu'avez-vous ressenti? J'ai ressenti de la culpabilité. Peut-être que si j'avais été plus insistante, on m'aurait écoutée et elle serait pas morte. Ce n'est pas votre faute. Et il y a encore là-bas plein de mineurs qui ont besoin de vous. J'ai d'abord été pensionnaire à la Lakeland, puis j'y ai travaillé et j'ai découvert avec horreur ce qui se passait de l'autre côté. J'avais 21 ans et j'ai compris que c'était mal. Comment une chose pareille peut-elle se produire dans un établissement chrétien? C'était incompréhensible. C'est une question de droit humain. Vous avez donné un coup de pied dans la fourmilière, vous vous êtes servi de votre pouvoir pour poser des questions fondamentales, auxquelles les adultes vont devoir répondre parce qu'ils sont tenus d'écouter les mineurs. Que faire dans un premier temps? Adressez-vous aux législateurs et demandez-leur des comptes. Croyez-moi, je travaille pour vous. Je suis juge. Les législateurs travaillent pour vous, pour les contribuables. Que souhaitez-vous faire? Jusqu'à présent, vous vous battez pour elle. J'ai l'impression que pour la première fois depuis longtemps, je sais où je vais. Je veux absolument que justice soit rendue à Naomi. Je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'elle est là. Et qu'elle est fière de vous. De vous tous. La famille Wood était présente parmi la foule qui accuse cette industrie de maltraitance et de négligence. La mort de Naomi était un drame évitable. La carence en personnel qualifié, l'absence de contrôle et le manque de responsabilisation sont bien trop répandus dans les établissements comme Teen Challenge et la Lakeland Girls Academy. Ces familles incitent les législateurs à voter la loi visant à stopper les violences institutionnelles contre les mineurs. Elles ont été rejointes par Paris Hilton, qui s'est exprimée récemment sur le traumatisme physique et affectif qu'elle a vécu dans un internat dans l'Utah. Durant des décennies, les enfants placés dans ces institutions ont été privés des droits les plus élémentaires face aux abus, aux négligences et aux décès qui auraient pu être évités. La mort de Naomi est le symbole tragique de centaines d'autres décès évitables, conséquence des négligences ou des maltraitances physiques des personnels de l'industrie des ados en difficulté. Pendant trop longtemps, l'État a permis à cette industrie de sévir dans l'ombre, sans aucune transparence et sans avoir à rendre de compte. Nous ne pouvons plus nous taire face à ce problème de droits humains. Nous devons en faire prendre conscience à tous en témoignant des abus, de la négligence, voire de la mort d'un proche. Levez la main si vous avez été victime de violences institutionnelles. Levez la main si on vous a expliqué que vous étiez mauvais, sans intérêt, bon à rien. Presque tout le monde. La question qu'une victime, quelle qu'elle soit, se pose toujours, c'est « qui va me croire ?»
J'ai donc contribué au hashtag Briser l'Omerta, dans l'espoir d'encourager les gens à témoigner et à parler de ce qui leur était arrivé. J'ai l'honneur de vous présenter une victime, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui, Paris Hilton. Merci. Bonjour à toutes les victimes. Paris Hilton est revenue dans l'Utah aujourd'hui pour participer à un rassemblement aux côtés d'autres victimes. Quand elle a pris la parole, j'étais derrière elle et je pouvais dire « Elle et moi, on est différentes et pourtant, j'ai vécu la même chose. On n'a rien inventé, c'est vrai. » Comme vous tous ici, j'ai été internée dans un de ces établissements. Ça a été une réponse publique à tous ceux qui affirmaient « C'est faux ». Tout le monde sait que c'est vrai et à présent, tout le monde veut savoir comment ça a pu arriver et comment y mettre fin. Maintenant que ces pratiques sont sous les feux des projecteurs, les établissements mettent une pression énorme sur les personnels qui auraient des velléités de dénoncer les abus. Et là, on est à un point de bascule. J'étais avec Paris quand un membre du personnel nous a remis des vidéos de caméras de surveillance du nouvel établissement. C'était édifiant. Les gamins savent ce qu'il se passe et ça fait bouger les choses de l'intérieur. Après le rassemblement, quand ils ont vu qu'on était là, il paraît que ça a été l'émeute. Et justement, je crains que si les choses ne changent pas vite et de manière radicale, le fait qu'ils sachent les met encore plus en danger. Paris a beaucoup fait pour ouvrir le dialogue au niveau national dans notre pays. Mais en vérité, il n'y a pas eu le moindre changement législatif au niveau national pour aider les mineurs. Pour ça, il faudra plus qu'un projecteur braqué sur un seul individu. L'avocate Gloria Allred va représenter une adolescente et son père contre le Turnabout Ranch dans le comté de Garfield, après que la jeune fille a affirmé avoir été violée dans l'établissement en 2019. Récemment, Paris Hilton a raconté publiquement qu'elle avait vécu dans un établissement similaire. Je suis ici pour la soutenir, ainsi que beaucoup d'autres qui se sont élevés contre les violences faites aux mineurs. Je porte plainte aujourd'hui parce que je veux obtenir justice et que je refuse que d'autres subissent la même chose que moi. Merci. Je représente Anna qui était mineure à l'époque où elle a été envoyée au Turnabout Ranch. Maman, s'il te plaît, dis non. T'es ma tutrice, tu peux refuser. M'envoie pas là-bas. Quand un enfant est placé contre sa volonté, ça le met dans une situation dangereuse de vulnérabilité. Des personnalités sont concernées par ces poursuites. Ainsi, la plaignante a été envoyée au Turnabout Ranch après être passée dans l'émission du Dr. Phil. Nous sommes déterminés à découvrir la vérité et à aller le plus loin possible pour obtenir justice pour Anna. Un membre du personnel m'a tripoté les fesses et a touché mes parties génitales. J'en ai parlé au personnel féminin. Je pensais qu'elle serait compréhensive, mais au lieu de ça, j'ai été victime de représailles et j'ai subi ce qui m'est apparu comme une punition pour avoir parlé. On a doublé ma corvée de pelletage du fumier, on m'a obligée à tourner en rond autour d'un corral et à rester assise à un bureau face à un mur pendant des heures. Non seulement rien n'est fait quand quelqu'un ose dénoncer ce qu'il se passe, mais en plus, la personne est punie à cause de ça. Est-ce que ça n'encourage pas les violences sexuelles, puisque parler n'entraîne aucune conséquence? Le membre du personnel qu'elle accuse a conservé son poste. Si un mineur déclare avoir été victime d'abus sexuels, le personnel a l'obligation légale de prévenir la police. Quand j'ai enfin pu contacter mes parents et leur raconter ce qu'il m'était arrivé, ils sont venus me chercher le 19 décembre 2020. Ils ont sciemment dissimulé les faits, sans même se donner la peine d'interroger Anna, la victime.
Cette population n'a aucune possibilité de s'exprimer, ni pour la plupart du temps de partir, sauf s'il y a une enquête immédiate et indépendante. Par conséquent, le ou la mineure est en danger. Si vous-même ou un de vos proches avez subi des violences sexuelles ou des représailles dans ces ranchs et pensionnats dits thérapeutiques ou ces camps en pleine nature, s'il vous plaît, signalez-le. C'était un secret bien gardé. Mais après qu'Anna a déposé plainte, on a appris que de très nombreux mineurs avaient été sexuellement agressés. C'était terrible. Il est temps de croire les enfants. Quand j'ai vu ces posts où elle racontait qu'on l'avait tripotée et que ça lui avait valu des ennuis, ça m'a rappelé plein de choses. Je savais très bien que personne ne la croirait. Alors j'ai décidé de parler. Ces établissements sont cautionnés par des personnalités influentes qui les recommandent. Dès lors que ces personnalités influentes leur adressent des mineurs, elles devraient se renseigner elles-mêmes et s'assurer que les adolescents ne sont pas maltraités. Or, je doute que ce soit le cas. Nous ne sommes pas concernés par ce qu'il arrive aux pensionnaires une fois qu'ils ont quitté le plateau. Parmi les gens connus qui font la promotion d'établissements censés aider les mineurs, certains en tirent profit, directement ou indirectement. Votre ado est incontrôlable? Aspen Education Group peut vous aider à le remettre sur la bonne voie. Son réseau national d'établissements est recommandé dans mon émission depuis des années. Mais ça, les parents désespérés l'ignorent. Ils ne savent pas qu'il existe peut-être un conflit d'intérêts économiques. La transparence est essentielle. Appelez dès aujourd'hui un conseiller Aspen. Il vous renseignera sur les programmes en institution et en pleine nature. Craindre pour son enfant, c'est ce qu'il y a de pire pour un parent. Dans ces conditions, c'est facile de croire un homme comme lui. Si ce professionnel affirme que c'est sûr, c'est que ça l'est. Mais il faut être prêt à poser les questions qui fâchent. Les individus qui font ces émissions et sont partie prenante du système, comme le Dr Phil, ne s'estiment pas responsables de ces échecs. Même après le meurtre qui a eu lieu au Turnabout Ranch, le Dr Phil a continué à diffuser ce genre de spot. Il a continué à remercier et promouvoir ces institutions. Donc, peu importe que ces programmes se soldent par des échecs depuis des années. Mais c'est difficile d'obtenir des informations, parce que de nombreuses sociétés sont vendues et rachetées à maintes reprises. Il faut suivre la piste de l'argent, débusquer les investisseurs et découvrir les liens entre eux. Récemment encore, le Turnabout Ranch appartenait à Aspen Education Group, un empire de 300 millions de dollars dans l'industrie des ados en difficulté. Division du CRC Health Group, Aspen Education Group jouit d'une reconnaissance nationale et aide les professionnels et les familles à choisir l'établissement le plus adapté à leurs besoins. À l'époque, Mount Bachelor était un des fleurons des établissements pour ados en difficulté. Il a fait l'objet d'une enquête après que des pensionnaires se sont plaints d'être soumis à des traitements hyper sexualisés. Je suis arrivée à Mount Bachelor à l'âge de 13 ans. Je savais que j'avais besoin d'aide. Mais en fait, l'école a fait de gros dégâts. Les ateliers se déroulaient en toute opacité. Toutes les filles, vierges ou pas, devaient travailler sur leur comportement de salope. Celles qui avaient été violées par le passé devaient rejouer le viol devant un public. Le personnel savait exactement où taper pour faire mal et ne s'en privait pas.
Ils choisissaient toujours une fille pour faire la salope. La fille devait enfiler un costume de soubrette, puis aller voir chaque garçon dans le groupe et danser en se frottant contre lui. Quand des cadres d'Aspen venaient en visite, on devait faire et dire certaines choses pour donner l'impression que l'école était un pensionnat thérapeutique exceptionnel. C'était une machine parfaitement huilée. Ils avaient beaucoup d'argent et donc beaucoup d'influence. Le groupe Aspen a été racheté par le fonds d'investissement Bain Capital. Bain Capital est un fonds d'investissement créé dans le but d'investir dans des startups et des entreprises déjà établies. Bain Capital a été fondé par Mitt Romney. Sa société a gagné de l'argent grâce à ces établissements. On investit beaucoup pour lutter contre le trafic de drogue au niveau mondial, mais on n'arrive pas vraiment à dissuader nos enfants d'essayer ces produits. Quand Bain Capital a racheté Aspen Education Group, Mitt Romney, l'homme qui se présentait aux élections présidentielles aux États-Unis, a non seulement continué de promouvoir cette industrie, mais il en est aussi devenu un actionnaire majeur. Bain Capital s'est offert CRC Health pour près d'1 milliard de dollars. Puis, CRC a mis la main sur Aspen Education. Ces acquisitions ont été faites juste avant que Mitt Romney ne se présente à la présidentielle. Or, les co-directeurs du comité de financement de sa campagne étaient Melvin Sembler et Robert Litchfield, deux parrains de l'industrie des ados en difficulté. Robert Litchfield a fondé WASP, l'Association mondiale des établissements à programmes spécifiques. Il a des connexions politiques impressionnantes et a été nommé républicain de l'année. WASP possède des dizaines d'établissements dans le monde, entre autres au Costa Rica, en Jamaïque et au Mexique. Mais son siège est dans l'Utah, un État dont Mitt Romney est sénateur. Robert Litchfield a commencé sa carrière comme directeur de la Provo Canyon School. Il a tout appris à Melvin Sembler. Il a suivi la même trajectoire et tous deux lèvent des fonds pour un politicien qui va réguler leur industrie. La voie législative est le seul moyen de faire changer les choses durablement. Mais quand un individu bloque de l'intérieur toute possibilité de réforme, ça devient presque impossible. WASP, l'Association mondiale des établissements à programmes spécifiques, a été à la belle époque le plus grand conglomérat de centres de rééducation ou centres de désintoxication pour adolescents. L'association a perfectionné la méthode de la thérapie comportementale, mais dans un environnement carcéral. Elle repose sur un système d'échelons. On accorde à certains pensionnaires du pouvoir sur les autres. Et ce sont les encadrants subalternes qui sont chargés de punir les ados. C'est ce modèle qui est reproduit dans toute cette industrie. J'ai été envoyée au camp de High Impact qui faisait partie du réseau WASP. Voilà une lettre que j'ai écrite à mes parents depuis cet endroit. Aujourd'hui, j'ai de nouveau dû m'allonger en position RR, en plein soleil. On est à plat ventre, en appui sur le menton, les bras en croix et la paume des mains vers le haut. La douleur était insupportable et je mourais de soif. Je les ai suppliés de m'autoriser à m'asseoir. Je n'ai rien fait de mal. Je vous demande vraiment pardon. Aidez-moi. C'était de la torture. Ni plus ni moins. Mais on était conditionnés à penser que c'était une forme de thérapie. Et c'est difficile de s'en détacher. Pendant très longtemps, je n'ai dit à personne que j'avais suivi ce programme. Je disais juste que j'étais allée dans un pensionnat. Finalement,
Je suis entrée en contact avec d'autres victimes. Et même si ça s'est passé dans d'autres pays et d'autres États, on avait tous vécu la même chose. Ce ne sont pas des pensionnats, mais des camps de torture. En 2008, on a entamé une action de groupe contre WASP et Robert Litchfield pour violences physiques, psychologiques et sexuelles. Finalement, l'action a été rejetée. Mais ça a sonné le glas de WASP, dont les établissements ont fermé les uns après les autres. Aujourd'hui, ma mission n'a pas changé. Je veux qu'on rectifie tout ça. Retourner là-bas me ramène à cette nuit, où j'avais vu le panneau Mississippi et où je m'étais dit « Je suis où? Qu'est-ce qu'il se passe? Et où est-ce qu'on m'emmène ?» Ouais, on a de nouveau 10 ans. Ouais. C'est dur de se lever tous les matins en se demandant ce que sa vie aurait pu être. C'est ça mon existence. Ce que ses enfants et moi-même avons vécu, ce n'était pas de l'éducation à la dure, c'était l'enfer au quotidien. Herman Fontaine, le directeur de la Bessel Boys Academy, en est responsable. Il était à Lucedale, dans le Mississippi, mais à présent, il travaille à la City of Refuge, un centre de réinsertion pour anciens détenus. J'ai vraiment l'impression qu'on retourne à Bessel. Ouais, je suis stressé. Ouais. Qui sait comment ça va se passer? Il dirige toujours l'établissement. On veut seulement lui parler d'homme à homme. Tu crois que ce sera possible? Ça dépend de lui. C'est important pour moi. Il faut que je le fasse. Je veux me reconstruire, être en paix. On verra ce qu'il fera. Gare-toi vers la voiture de police. Ouais. Voilà. Ok. Ça va? Ça va. Allez. Il est derrière la fenêtre et il nous regarde. Ouais. City of Refuge? Bonjour, Allen Knoll. On est des anciens de la Bessel Boys Academy. Herman Fontaine voudrait-il nous parler? Ce n'est pas possible. Il a raccroché. Sortons ces deux-là. Protégeons nos jeunes, ce sera pour après. Ouais. 2 minutes de silence. Ouais, d'accord. Pas d'agressivité. Herman Fontaine est un lâche. Pour moi, c'est un individu malade, sadique et malfaisant. Si j'étais face à lui, je lui dirais « Vous étiez tenu de faire ce que vous aviez dit à mes parents, à la collectivité, aux policiers et à Dieu. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Je voudrais lui demander pourquoi. Une des choses les plus dures que j'ai jamais faites a été de survivre. Mais ils ne m'ont pas eu. Ils ne m'ont pas eu. Les personnes qui sont passées par ces établissements et dont la parole est en train de se libérer n'ont aucune envie de lâcher l'affaire et de reprendre leur vie d'avant. Pendant des années, ils ont voulu passer par la voie officielle, mais il ne s'est rien passé. Alors ils ont tenté autre chose, à savoir les réseaux sociaux. Et là, on a commencé à les écouter. Leurs histoires se répondent et se complètent et suscitent nettement plus d'intérêt qu'au cours des 20 dernières années. On espère que ces ados pourront s'exprimer sans avoir les problèmes qu'on a connus. Mais on est leur porte-parole. Je me bats contre cette industrie dans chaque État, l'un après l'autre. Prise de conscience, législation, reconstruction, c'est notre mission. Vous êtes des adultes qui évoquez ce que vous avez vécu en tant que mineur, des choses que vous avez vécues. Et je vous remercie d'être venu nous en parler. Le Missouri est un des 2 États où il n'existe aucune législation. Pas de réglementation, pas de contrôle d'antécédents, rien.
De nombreuses victimes ont témoigné devant la Chambre et devant les sénateurs. Je suis le petit garçon qu'on a attaché tous les jours pendant 2 mois. C'était moi. J'ai 5 fils et j'imagine l'un d'eux assis ici. Alors je vous remercie de témoigner et je vous présente mes excuses au nom de l'État. Certains animaux sont mieux traités que ne l'étaient les élèves d'Agapé. Au moins, si on frappe un animal, on va en prison. Et pendant trop longtemps, dans cet État et d'autres, c'était autorisé. Ces gens-là sont puissants. Ils savent parfaitement dissimuler tous les abus. Les enfants bousculés, frappés. Imaginez le mal qui a été fait à tous ces enfants continuellement. On n'est pas célèbre, on n'est rien ni personne, mais tout le monde a fait pression sur eux. Et la loi a été votée. Aujourd'hui, on est au Capitole où le gouverneur va signer la proposition de loi 557. C'est une avancée colossale, garante de changements dans tous les types de centres pour adolescents, où moi-même et beaucoup d'autres ont été victimes d'abus. La loi le dit, ces choses-là ne seront plus tolérées dans le Missouri. Désormais, il y aura des obligations, des vérifications d'antécédents, des visites de contrôle. C'étaient des prédateurs qui s'attaquaient aux enfants et à leurs parents. Dans ces écoles, on me disait que je ne valais rien, que nos parents nous avaient abandonnés et se fichaient de nous. J'ai entendu ça de l'âge de 10 ans jusqu'à 14 ans. Alors être ici aujourd'hui, ça a quelque chose de totalement irréel. Les véritables héros, ce sont les victimes, qui sont venus défendre et protéger les enfants de demain. Tout le monde est gagnant. Désormais, les établissements devront être agréés. L'État du Missouri pourra effectuer des visites de contrôle et surveiller leurs activités. C'est notre boulot de protéger les personnes incapables de se protéger seules. Cette loi envoie donc un signal clair à beaucoup de gens. Merci. Plusieurs personnes ont été mises en examen à la suite d'une enquête sur l'Agapé Boarding School près de Stockton. Le bureau du procureur général a listé 65 chefs d'accusation contre 22 co-accusés. Le procureur du comté de Cedar a mis 5 personnes en examen pour de nombreux faits de violence. C'était un pas dans la bonne direction. Ils sont accusés d'infractions graves. Mais les portes sont toujours ouvertes. L'école n'a pas été fermée. C'est important qu'on nous ait entendus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore des mineurs dans ces établissements. Il faut s'occuper d'eux, les aider. Il faut agir. Peut-on y mettre fin? Et comment? Pour cela, veillez à ce que vos représentants, votre gouverneur, votre président, allouent des fonds et votent en conséquence. Il faut absolument travailler ensemble à la protection des mineurs. Je dirais aux hommes politiques, si de telles choses se produisent pendant votre mandat et que vous n'agissez pas pour protéger ces enfants, alors vous êtes responsable du mal qu'on leur fait. Ne prétendez pas que vous ne saviez pas ce qu'il se passait et ne légiférez pas de façon marginale. Ne faites pas ça. La gamine que j'étais à Provo Canyon n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, elle aurait la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai une famille extraordinaire, un compagnon qui m'aime, et je m'accroche à tout ça de toutes mes forces, parce que je n'aurais jamais pensé survivre. Mathilda Ann Robinson, regarde-moi. C'est super de l'observer être une maman et faire pour sa fille tout ce qu'elle aurait aimé qu'on fasse pour elle. C'est papa? Oui. J'adore. On a vraiment de la chance. J'aime cette fillette pour ce qu'elle est. Je veux qu'elle soit forte et en sécurité.
Ça remet les choses dans leur contexte. Je veux que tous les enfants aient sa vie. Je goûte ce bout. Mesdames, Salut les filles. Bienvenue. C'est un club de mecs? non, on est sur votre terrain. On sait comment ça marche. J'ai eu le grand honneur de faire la connaissance en ligne de beaucoup d'entre vous. Pour vous qui êtes des hommes, c'est extrêmement courageux de montrer votre vulnérabilité. La route a été longue et ça demande plus de force de parler que de tout garder pour soi. Vous ne vous étiez pas revus depuis Bessel? J'ai fait le calcul. Ça fait 26 ans avec Dave. Et nous deux, 23 ans. 22, 23. Je sais tout ce qu'on a subi et ça craint. Mais c'est trop génial de vous voir. Vous êtes tous en forme. Rachel et moi étions à la Provo Canyon ensemble. Je vous regardais par la fenêtre, vous êtes des adultes. On fait bonne figure, mais on est brisé. Je te vois pleurer et je suis sérieux. Pendant des décennies, j'ai refusé de raconter mon histoire. Je voulais pas que ce soit ma vie. J'ai 35 ans, j'ai des enfants, mais je trouve extraordinaire de regarder un homme dans les yeux en sachant qu'il connaît la gamine brisée que je suis. Si je réfléchis à ce que ça me fait d'être ici avec vous, je ressens plein de choses. Ce qui m'a sauvé, ce ne sont pas ces écoles, mais la solidarité des victimes, des gens comme vous tous qui êtes autour de cette table. Il y a tellement d'élèves de toutes ces écoles qui se sont suicidés. Oui. C'est pour eux que tu te bats. Tu te bats pour toi, mais aussi pour les mômes qui ne peuvent pas se défendre. Pour les gamins de Bessel Boys, d'Agapé, de la Provo, etc. Pour tout le monde. Je vais lâcher prise, me débarrasser de cette force qui pesait sur moi, de la souffrance. Cette douleur, Mais je n'abandonnerai pas cette cause. Si je faisais ça, rien ne changerait. Alors je vais m'accrocher à ce que je dois faire. Symboliquement, on se débarrasse du mauvais et on garde le bon. Je fais ça pour tous les garçons et les filles de Bessel qui ne peuvent pas être ici ce soir. Pour tous ceux qui n'ont pas survécu. Et ils sont bien trop nombreux. On ne les oublie pas. j'espère trouver une certaine paix, mais ma mission n'est pas finie. Les enfants sont notre avenir. Prenons soin d'eux et ils changeront le monde. Le travail difficile commence. Je laisse partir le désir que j'avais d'être invisible. Et je choisis la vie merveilleuse que je mène. Faisons de la place aux belles choses. On y va? Allez. Ça me paraît bien. Prêt? Allez. On lâche tout. Tous ensemble. Ça y est! Elle s'envole. Pendant longtemps, j'ai pensé que je devais me taire et survivre. Mais à présent, quand je vois le courage des gens qui osent témoigner, ça me donne énormément d'espoir. Tous les enfants méritent d'être aimés et d'être en sécurité. Bravo. Waouh, c'est beau. Merci à tous. Merci.